Bonjour à tous, merci d'être venus, merci aux nombreux orateurs de participer à cette journée des jeunes chirurgiens du rachis. Bon, on a dû la reporter faute de Covid, mais on arrive quand même à avoir un certain nombre de personnes en présentiel. Tous les orateurs ont répondu présent. Et surtout, on retransmet pour ceux qui sont à distance. Ok, donc moi je vais essayer de vous parler aussi de quelques complications cervicales. J'ai prévu 3 dossiers, je pense qu'on aura peut-être que 1 ou 2, on verra. La première chose que je voulais dire, c'est que des complications, on en a tous. Et la meilleure façon de les combattre, c'est quand même les surveiller. Et moi, vous voyez, sur mon logiciel métier que j'ai, hop, je me trompe, j'ai créé un petit label qui fait que je peux revoir tout de suite toutes les complications que j'ai dans l'année, etc. Donc je pense que le premier message, c'est surveiller vos complications. C'est la meilleure façon de voir ce qu'on fait. Ça, c'est une patiente de 44 ans, NCB gauche hyperalgique, tout à fait classique. Elle rentre par les urgences, elle est hospitalisée en médecine. Et je la vois avec un dossier qui semble pour l'instant jusqu'à là tout à fait typique. Donc une hernie, je dis C6, C7, du côté gauche qui colle avec la symptomatologie. Et donc je la vois en chambre, je lui fais mon petit speech et je lui propose donc une chirurgie. On peut discuter de la chirurgie, mais elle est relativement assez classique dans ce genre de dossier. Donc c'est une chirurgie par voie antérieure. Je dis voilà, on va vous opérer par devant, retirer l'hernie et puis mettre une plaque. Et puis comme c'est vrai que le contexte est un petit peu différent, je l'informe très peu des complications. Elle est dans le service, elle est très allergique, elle veut se faire opérer quoi qu'il arrive. Donc je fais la chirurgie tout à fait classique, ACDF 6-7. Et puis en partant dans le couloir, je la croise, hop, la paupière qui tombe comme ça. Donc je constate la paupière qui est basse. Donc est-ce que quelqu'un peut me donner le diagnostic de cette complication? Donc ouais, c'est un Claude Bernard Horner. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez typique, bien sûr. Je n'avais pas du tout informé ma patiente. Donc le Claude Bernard Horner, c'est ptosis, myosis et pseudo-énophtalmie. Ce n'est pas une vraie énophtalmie parce que finalement, ce n'est pas l'œil qui rentre, c'est juste que le fait que la paupière soit un peu baissée, c'est une pseudo-énophtalmie. Donc c'est une atteinte du système sympathique et c'est vrai que c'est comment le petit rond là-haut? Ouais, elle avait les symptômes typiques. Mais c'est vrai qu'au début, c'est la paupière qui m'a un peu alerté, puis après, je regarde dans ses yeux, avec clairement le myosis. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'anatomie. D'accord. L'anatomie des longs du cou et qui montre quand même que le nerf sympathique, la chaîne sympathique passe dans les longs du cou. Et donc, il faut s'en méfier à cet endroit-là. Et plus on est bas, plus on peut les léser. Donc ça aussi, c'est notre message qu'il faut retenir. Là, du coup, je fais un avis ophtalmo pour tout de suite. On va voir. Ouais, on va voir. C'est connu, mais le Claude Bernard Horner, c'est rare. Mais je vais vous donner la fréquence après, je vous dirai. Alors, du coup, ma prise en charge fait avis ophtalmo. J'ai un copain ophtalmo qui la voit dans la semaine. Je vois un copain ophtalmo qui la voit dans la semaine. Et il me disait surtout ce qui était important, c'est d'éliminer un AVC du tronc avec une atteinte du 3. Donc c'est des choses importantes à savoir. Mais souvent, c'est un ptosis mais qui est associé avec une mydriase. D'accord ? Il va vérifier l'oculomotricité et il fait une surveillance tous les 3 à 4 mois pour vérifier que ça récupère. La bonne nouvelle, c'est que chez elle, elle a récupéré complètement. Elle n'a plus du tout de ptosis, elle n'a plus du tout de mydriase. Et que mon copain ophtalmo me dit que si vraiment on est en échec, c'est-à-dire que vous gardez un ptosis à 6 mois, il peut se faire des chirurgies de paupières, des chirurgies de relèvement de la paupière, pour à la fois lever le trouble visuel s'il y a un trouble visuel, mais aussi le côté esthétique. D'accord ? Donc sachez comment ça se prend en charge un Claude Bernard Horner, ça se surveille avec un ophtalmo, et si ça persiste, il y a éventuellement une petite chirurgie de paupières qui existe pour faire un truc esthétique, voire fonctionnel. Là, j'ai regardé un petit peu la littérature. Donc, qu'est-ce qu'il y a déjà par rapport à répondre à Nico, c'est quand même 0,6 à 1,1% des cas dans la littérature. Donc, est-ce que 1% c'est pas beaucoup? C'est sûr que c'est pas extrême, mais ça existe. Ouais, on va voir. Qui disent clairement de faire éviter les bistouri électriques autour des longs du cou sur les latérales. Essayer de mettre vraiment l'écarteur, comme on nous a appris, sur le long du cou pour que ça stabilise l'écarteur et éviter de se faire une compression par l'écarteur. Et que plus on est bas, plus ça peut arriver. Alors là, j'ai pris déjà l'avis d'un expert, j'ai demandé à Jérôme Delambre qu'il examine mon dossier. Donc, non, pas plus que ça, non. Non, je fais juste au devant et après j'écarte sur les côtés, j'écarte avec une spatule. Oui. C'est bloqué sous les longs, juste là. Un petit peu et je mets le carter comme ça.
Pas vous? D'accord. Ça, c'est quand même ce que vous avez appris, non? Je sais pas, vous avez appris comme ça? C'est ça. Parce que, en fait, comme il est vraiment dans les longs, le fait d'être au ras de l'os, ce truc. Mettez pas d'autostatique. Ça, je pense. Donc là, ce que dit Thibaut, c'est pas mettre d'autostatique, c'est peut-être quelque chose qui a à réfléchir, parce que la traction continue peut être problématique. Donc du coup, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai une complication, j'essaie de regarder qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a une plainte. Alors, pas de courrier d'information, elle était hospitalisée. Pas de consentement signé, elle était pareil hospitalisée. Aucune info sur la complication. Alors là, pareil, je la vois le jour de la sortie, c'est-à-dire je la vois dans le couloir, elle est très contente, j'ai plus mal. Et là, je constate les choses. Donc, j'ai pas du tout tracé les choses, elle partait. Donc là, pareil, j'ai merdé. La bonne nouvelle chez moi, c'est que j'ai par contre fait une bonne prise en charge. C'est-à-dire que j'ai appelé un copain ophtalmo, qui l'a vu dans la semaine, qui l'a surveillé, etc. Et donc, j'ai demandé à Jérôme, je ne sais pas ce que Étienne en pense, mais en gros, il me dit, bah là, tu as un défaut d'information d'un aléa exceptionnel sur geste qui aurait pas été refusé après information. C'est vrai que dans le cas de l'urgence, le fait qu'il y ait une urgence, que le patient, a priori, même s'il avait été informé d'un Claude Bernard de 1%, il aurait a priori pas refusé la chirurgie. Donc, est-ce que Étienne, tu avais un petit mot à dire là-dessus? Mais par contre, clairement, pas d'information. Voilà, c'est un vaste sujet, hein. Normalement, dans l'urgence, il n'y a pas besoin d'avoir un consentement précis. Donc, normalement, on devrait pouvoir contourner ce problème de défaut d'information dans une certaine mesure, hein, parce qu'elle n'est pas non plus en train de mourir. Donc, c'est mieux d'avoir quelque chose. Je rappelle aussi que la loi n'oblige pas à avoir des documents écrits. Maintenant, c'est quand même 1000 fois plus simple d'avoir des documents écrits quand on passe devant un expert, mais ce n'est pas une obligation légale. C'est juste une facilité incroyable en expertise d'avoir des documents écrits. Ensuite, pour ce qui est de déterminer précisément cette complication. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Déjà, comme tu l'as dit, quelle est la probabilité pour que, ayant été informée de cette complication, la patiente, en l'occurrence, se soit soustrait à l'acte? Et donc, le défaut d'information, si on considère qu'il y a une faute à ce sujet-là, ne donne pas forcément lieu à une indemnisation. On n'indemnise pas les fautes, hein, c'est ce que je dirais tout à l'heure, on indemnise des préjudices qui sont en lien direct avec des fautes. Si on peut montrer que s'il n'y avait pas eu la faute, il se serait passé exactement la même chose, c'est-à-dire que la probabilité de soustraction à l'acte ayant été informée est nulle, dans ce cas-là, l'indemnisation de la faute est nulle. Et donc, le contentieux aboutira à rien du tout. Et l'autre chose à dire au sujet de la liste de complications qu'on ne donne souvent pas, ou en tout cas qui de toute façon ne peut pas être exhaustive, on n'oblige pas à être exhaustif, hein. Et ça a été rappelé, il y a un arrêt du Conseil d'État en 2016 qui rappelle que si jamais le patient a été informé d'un risque comparable en termes de fréquence et de gravité, on peut considérer qu'il ne pouvait pas y avoir de soustraction à l'acte puisqu'il a été informé de risques comparables et donc il n'y a pas de probabilité de soustraction à l'acte et donc il n'y a pas de préjudice en lien avec une potentielle faute. Moi j'ai une question parce que ce sujet en fait il m'interroge à peu près à chaque fois que je fais des lettres. Et donc moi j'ai bien retenu ça à chaque fois de citer des risques comparables. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il faut quantifier ces risques-là? C'est-à-dire, moi je dis souvent, il y a des trucs graves ou des trucs rares. C'est des termes assez flous. Et en fait, ça reflète parfois l'inconnaissance dans la littérature. C'est-à-dire que tu as des taux d'incidence qui peuvent varier de 1 à 30%, donc finalement tu peux rien dire. Ou alors parfois, le fait, par exemple, de dire un truc grave, moi je dis très souvent pour les paralysies médulaires, je dis que c'est des paralysies graves, puisque j'aime pas tout le temps utiliser le terme de paraplégie, notamment quand c'est des trucs soit à faible risque, soit où il peut y avoir des atteintes intermédiaires, ou alors pour le syndrome de la queue de cheval, finalement c'est pas des... Enfin, c'est paraplégie, mais distale, pas forcément médulaire, tu vois. Donc, souvent, j'utilise le terme grave et le terme rare, et je ne sais pas si c'est des trucs justifiés. Et pour juste finir, à partir de quelle incidence de complications, là, Guillaume, il disait 0,1 à 1%, un truc comme ça, enfin, un truc relativement rare quand même. Enfin, ça, dans la vie d'un chirurgien qui fait beaucoup de hernie cervicale, ça arrive.
Et à partir de quand on considère que c'est un truc prévisible, même rare, et à partir de quand c'est vraiment l'aléa, l'avion qui tombe sur l'hôpital? Alors, ni le droit positif, ni la jurisprudence n'a répondu à cette question. On redit régulièrement qu'un risque, même exceptionnel, doit être informé, surtout s'il est grave. Donc il n'y a pas de réponse formelle à cette question. Et pour ce qui est des termes à utiliser dans tes courriers, à mon avis, le plus simple, c'est d'utiliser les termes de la loi. L'article 1111.2 du Code de santé publique utilise les termes fréquents ou graves, normalement prévisibles. Donc si vous dites dans vos courriers, le patient a été informé des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, et en particulier, parce que c'est quand même mieux d'avoir des éléments, et en particulier paralysie, infection, voilà, vous en citez 2 ou 3, vous répondez à l'inquiétude de l'expert qui va analyser votre dossier et qui en général a juste envie que ça se passe bien pour vous. Et du coup, le Claude Bernard Horner, par exemple, qui signale le Claude Bernard Horner dans ses courriers ou qui en parle? Antoine, juste. Les experts là, Thibaut, Cyril, vous parlez pas de Claude Bernard Horner? Ouais, ça, c'est pas. Non, mais. Je l'ai informé que c'était une complication qui arrivait, rare mais qui arrivait, et je ne l'avais pas envoyé chez l'ophtalmo spécialement. Ça a récupéré en 6 mois, je l'avais juste informé que ça a récupéré. Mais non, mais c'est sûr qu'il faut connaître, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être exhaustif. Effectivement, il n'y a pas besoin d'un document écrit. La première chose que demande un expert expertise, c'est le consentement éclairé et tout ça, quoi. Alors certes, les textes ne le demandent pas. En tant que chirurgien expertisé, il vaut mieux être assez fou. Du coup, le deuxième dossier assez rapide. Patient de 71 ans, déficit moteur membre supérieur gauche, extension des doigts, flexion du poignet, écartement des doigts. Pas de douleur quand je le vois en consultation, je le vois un vendredi après-midi, mais il a eu des vives douleurs 5 jours auparavant. Et je le vois donc avec une IRM, il débarque avec une IRM, et donc je vois clairement une belle hernie cervicale, je crois que c'est C7T1 cette fois-ci, et je t'ai installé depuis peu, je me dis bon, il est déficitaire depuis peu, il est quand même assez actif ce monsieur de 71 ans, j'ai envie de pas le laisser, de le prendre directement au bloc le lendemain matin, pour pas les laisser trop traîner, quoi. Parce qu'après le bloc, je crois que c'était mardi ou mercredi d'après. Donc voilà, donc je prévois une chirurgie le samedi matin. Mais quand même, j'avais prévu un truc, c'est que je vais faire un scanner en arrivant le matin à la clinique. Et sur le scanner, je découvre une hernie calcifiée. Donc là, je fais, oh là, mais c'est bizarre cette histoire d'hernie calcifiée. J'étais persuadé que c'était une hernie molle, j'ai pas trop fait attention. Et du coup, ça me refroidit un peu déjà. Mais bon, je me dis, il est douloureux, peut-être qu'il a fait une petite hernie en plus, il a rajouté un petit peu de hernie sur sa calcif. Et non, il n'est plus du tout douloureux. Il est déficitaire, par contre, cogné. Très cogné, ouais. Donc je me dis, bon, ça justifie la chirurgie malgré tout, mais déjà, je trouve qu'il y a un petit truc sur le dossier. Je fais une chirurgie dite complexe, parce que pour fraiser ça, là, c'était complexe. Je fais 2h30 de chirurgie quand même. Je fais même un 3D opératoire pour vérifier où est-ce que j'en suis. J'avais quasiment rien fait. Donc j'en refais, etc. Bon, bref, ça dure 2h30, c'est un peu difficile. J'ai fait une voie droite, parce que c'est une lésion gauche. Et puis, au réveil, voie enrouée. Et là, il me dit, ouais, c'est à cause des anesthésistes, ils m'ont mis un tube dans la bouche. Donc là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, vous l'avez vu venir, la complication, cette fois-ci, c'est le nerf récurrent, qui, comme dit l'anatomie, passe plus haut à droite qu'à gauche. Et c'est vrai qu'en C6, C7, ou je crois que c'était en C6, C7, il est assez proche, et on conseille toujours de passer à gauche. Maintenant, sur une hernie calcifiée comme ça, je ne sais pas qui serait passé vraiment du même côté. Moi, j'avais quand même envie d'arriver en voie croisée, quoi. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on va en parler, mais de la littérature, on n'en parle pas. La littérature, on est d'accord que la littérature ne dit pas finalement qu'il y a plus de risques à droite qu'à gauche. Oui, et puis après, moi en 5-6, je peux m'adapter. 4-5, là, je trouve qu'en 6-6 C7, avec une hernie calcifiée comme ça, où ça va être un peu la bataille, j'ai sécurisé, je fais voie droite. Voilà. Donc, à terre du nerf récurrent droit. Là, pareil, donc je fais bien le boulot. J'envoie un examen à la VIORL qui fait examen de la corde vocale. Elle m'explique qu'elle est en position intermédiaire, donc c'est plutôt favorable. À noter que si c'est en position fermée, ça donne des voix rauques. Si c'est en position ouverte, ça donne des voix aiguës. Pardon? Ah oui, pardon. Problème de position ouverte. Il faut savoir que les positions ouvertes posent un problème parce que ça donne des fausses routes. Et souvent, ils s'en plaignent un petit peu dans leur voix.
Et donc elle me dit, faites orthophéniste 3 à 6 mois avec nous l'examen clinique, et si fausse route ou mal supporté, chirurgie orale, et là il peut faire une petite injection de graisse dans la corde vocale qui va refermer la corde vocale. D'accord? Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc pareil, la prise en charge de ce type de complications, c'est avis ORL, suivi, et si besoin, si vraiment perturbé, on peut faire quelque chose. La littérature, qu'est-ce que ça dit? Ça arrive quand même entre 0,9% à 8% en aigu, et il n'y a plus que 2,5% à 3 mois. Et donc ça, quand même, ça existe. Que pareil, comme dirait Bertrand, j'ai pas de lien avec le côté. Pardon. J'ai pas de lien avec le côté. Et voilà, donc là j'ai pour tracer mon dossier, pour montrer à l'expert. Donc pas d'information préopératoire orale sur ces complications-là non plus. J'avoue que c'est dans le cadre de l'urgence, donc pareil, on va souvent au truc important, mais j'ai pas parlé de ça. J'ai pas de consentement écrit retrouvé dans mon dossier, mais ça c'est parce que je pense que j'ai changé de logiciel malheureusement, donc je le trouve pas dans mon dossier actuel, mais je peux le retrouver avant. Et après il a récupéré. Et donc l'avis de l'expert, c'est défaut d'information sur risque connu, fréquent et potentiellement grave. Donc là je suis fautif par ce défaut d'information. Cependant, comme il a récupéré, il n'y a pas de préjudice, donc je ne peux pas être juste fautif de ça, quoi. Je ne peux pas avoir de problème là-dessus. Et par contre, si pas de récupération, fautif pour perte de chance de ne pas avoir pu s'opposer à l'intervention. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme il était plus douloureux, j'aurais pu peut-être dire, voilà, c'est vrai que si on fait rien, ça va récupérer aussi, ou avec des corticoïdes, etc. Donc là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais il est vrai que je ne l'informe pas bien et que peut-être que cette fois-ci, quand je l'ai vu en consultation, il aurait pu sursoir à l'opération si vraiment il avait parlé de ça, et encore que sur paralysie d'un récurrent qui récupère entre 3 et 6 mois, peut-être que ça ne serait pas fait grand-chose. Ça c'est laissé à la subjectivité de l'expert. Hein. La probabilité de soustraction à l'acte entre un patient non informé et informé d'une complication rare, l'expert va dire pour moi, la probabilité de soustraction à l'acte est quasiment nulle, parce qu'en analysant tout le dossier, on voit bien que le patient déficitaire n'aurait pas refusé cette possibilité de potentiellement être amélioré. Et puis éventuellement, vous tombez sur un expert moins arrangeant qui va vous dire, pour moi, il existait une petite probabilité que, informé d'un risque laryngé, le patient décide de ne pas se faire opérer. Et j'estime cette probabilité à 10%. Et dans ce cas-là, le patient sera indemnisé par votre assureur de 10% de son préjudice en lien avec la paralysie laryngée. Et uniquement en lien avec la paralysie laryngée. Plus, effectivement, un préjudice d'impréparation, bon, qui est négligeable sur un plan financier, mais c'est-à-dire de psychologiquement avoir une complication qui vous tombe dessus alors que vous n'étiez pas prêt à la subir. Il y aura une indemnisation du préjudice d'impréparation. Alors, juste qu'on peut poser une petite question, parce qu'en fait, sur le cas clinique, la symptomatologie initiale, en refaisant le match, je me suis dit quand même il y a peut-être quelque chose qui pouvait poser problème. D'abord, c'était pas de douleur, plutôt une atteinte pluriradiculaire, parce que j'avais dit qu'il y avait l'écartement des doigts aussi, donc on était sur un C7, C8, douleur très vive suivie du déficit sans douleur. Est-ce que quelqu'un a une idée de diagnostic potentiel différentiel? C'est un personnage Turner, voilà. Donc en fait, peut-être que j'ai opéré un mec en urgence d'un personnage Turner, qu'en plus j'ai une complication sur cette non-indication, mauvaise indication. Et là, je renvoie pareil à Étienne. Est-ce que ça pose problème de finalement se dire, est-ce que l'expert peut dire, en fait, vous êtes planté depuis le début, vous faites une chirurgie autre mot là? Alors, ça, la jurisprudence est constante sur le sujet. Une erreur diagnostique n'est pas une faute, à condition d'avoir pris tous les moyens pour faire le diagnostic. Vous avez le droit de faire des erreurs diagnostiques, enfin le droit. Vous allez faire des erreurs diagnostiques en permanence. Si vous montrez que vous avez pris tous les moyens pour l'éviter, ce ne sera pas du tout une faute. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de faute, il n'y aura pas d'indemnisation d'une complication, quelle que soit sa gravité. Ok, merci beaucoup. Je vais juste une petite diapo de conclusion. J'avais un autre dossier qui était assez intéressant, mais tant pis. Voilà, mince. Conclusion. Dans votre observation initiale, le dossier me paraît très atypique, je ne comprends pas ce qui se passe, bon, je le passe au bloc, il va y avoir un problème. Il vaut mieux prendre le temps. Et en même temps, si c'est atypique, mais qu'un patient est en train de s'aggraver sur un plan neurologique, avec une lésion qui est compatible, éventuellement évoquer le diagnostic en disant on a un patient qui s'aggrave très rapidement d'heure en heure, dans le doute, je ne m'abstiens pas. Patient informé des diverses hypothèses diagnostiques. Et le contexte, le vendredi soir, des choses comme ça, est-ce que ça peut être compris par
Oui, ça peut être intégré. Deux remarques, là, il y Dis-moi. avait un bel article dans Global Spine Journal sur l'ensemble des complications sur la chirurgie cervicale. Et ils avaient fait un seul sur l'atteinte du récurrent. Dans les facteurs de risque qui ressortent, c'est les niveaux bas et au-delà de 2 niveaux opérés. Concernant la position à droite-gauche, effectivement, il n'y a aucune différence. La différence, en fait, c'est l'anatomie. C'est qu'à droite, elle fait un bouc sous l'artère, sous la crosse de l'aorte, alors qu'à gauche, sous la sous-clavière, quand à droite, à gauche, elle va sous l'aorte. Et donc, elle est beaucoup plus fixée. Le récurrent est beaucoup plus fixé à droite et on ne le voit jamais, ce nerf. En fait, c'est sur l'écarteur, de nouveau, qui repousse et qui arrache le nerf puisqu'il est bloqué. Sa course est plus courte. Donc, il faut faire attention, encore une fois, avec les écarteurs, quoi. Et du coup, juste les conclusions. Donc, pour vous donner, pour information, aux États-Unis, c'est quand même 135 000 procédures par an, la CDF. 13 à 19% de complications, 0,1% de mortalité. Le récurrent, c'est 1 à 8% avec 2,5% à 3 mois, donc qui persiste. Claude Bernard Horner, quand même, on est autour de 1%. Lésions de l'œsophage, c'est moins, c'est 0,6, 0,7 en moyenne. L'hématome avec reprise. L'aggravation de la myélopathie, pseudo-arthrose. Donc il y a pas mal de complications à savoir. Et encore une fois, je crois que le message est bien informé, surtout bien géré. Je pense que le fait de bien gérer, ça doit bien aider à désamorcer les problèmes. Voilà, merci.